Avant de parler du musée d'art moderne proprement dit, je veux pas d'abord dire un tout petit mot sur l'environnement et plus particulièrement sur la place de l'Europe, où on a sur la place de l'Europe la nouvelle salle philharmonique qui a été dessinée par Christian de Porzenparc. Les deux tours en verre, elles, ont été dessinées par Ricardo Bofill, ainsi que la place de l'Europe proprement dit. Le bâtiment juste derrière moi, le bâtiment Schumann, donc, qui est le premier bâtiment de la CECA, va être restauré prochainement pour devenir la bibliothèque nationale. Et alors la tour des traducteurs, le plus vieux building de Luxembourg, sera aussi recouvert complètement de verre d'ici quelques années. Derrière les balustrades de Strinchamp qu'on a juste là, on va avoir un nouvel hôtel qui va venir s'installer. Et alors autour du musée proprement dit, là c'est l'architecte paysagiste français Michel Devigne qui va vraiment refaire tout un travail considérable sur le travail de lisière, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que la forêt qui est tout autour du parc revienne à l'intérieur du pour avoir en majorité des herbes hautes qui seront fauchées 1 à 2 fois par an. Et alors devant sur le parvis du musée où on a vraiment toute cette forêt qui est replantée pour avoir ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur d'une forêt et le passage entre la ville et le plateau du Kirchberg et le musée d'art moderne et le site de Drei-Echelen. Pour le bâtiment de Pey proprement dit, donc on voit ici très bien que Pey reconstruit le bâtiment sur l'ancienne fortification, sur les anciennes forteresses qui elles-mêmes ont été retravaillées par le service des cités monuments. On voit également cette architecture, ce nouveau langage d'architecture militaire par des grandes baies qui sont complètement recouvertes de pierre, qui est cette fameuse pierre, cette manie dorée, qui est une pierre de Bourgogne, qui a une qualité de lumière. Vraiment aujourd'hui on a de la chance, on a du soleil, mais par une journée plombée, c'est vrai qu'elle a une qualité de lumière incroyable. Et alors on regarde également l'architecture militaire avec les 2 ponts d'accès qui sont au-dessus des douves, qui sont comme 2 ponts-levis, qui sont véritablement jetés sur les douves pour permettre un accès direct au musée. À l'origine, Pey souhaitait avoir le hall d'accueil se situer dans la pièce qui se trouve juste derrière moi. Là, suite à toute une collaboration avec Pey, on a vraiment fait un travail pour ramener le hall dans la première pièce dans laquelle les visiteurs arrivent. Et ça nous a permis d'une part de travailler avec des artistes et designers ici, avec Martin Zekeli qui a notamment fait le verre Perrier. Ça nous a permis de travailler avec lui pour pouvoir prendre en main ou vraiment réfléchir sur les aspects fonctionnels du musée. C'est-à-dire que tous les aspects fonctionnels du musée seront pris en charge par des artistes ou designers. On verra ça notamment pour le café, la boutique et l'accueil bien évidemment. Pour parler de l'architecture proprement dit, on est donc dans la première salle où on voit une des caractéristiques de Pey qui est d'abord un petit vestibule assez bas avec un recouvrement de pierre qui est la même pierre qu'à l'extérieur, donc la manie dorée, qui se trouve sur les murs. Au sol, vu qu'on est dans la première salle, on a un granit qui est une pierre plus résistante et qui permet de ne pas avoir de griffes avec les cailloux qu'on amène. Et alors, on a tout un travail aussi remarquable sur les plafonds, qui sont des plafonds faits en béton architectonique, avec d'une part un coffrage en pain d'Oregon qui permet de voir vraiment toutes les nervures du bois. Et alors à l'extérieur, on a aussi tout un liseré en béton lisse, qui est un béton fait avec un coffrage en pain marin qu'on appelle, qui permet d'avoir ce béton complètement lisse. En même temps, on a toute cette couleur qui est exactement la même couleur que la pierre, que la manie dorée, simplement parce que Pey a utilisé un béton blanc dans lequel il a mélangé vraiment la poudre ou le sable de la pierre, et c'est ça qu'on a exactement cette même teinte. Dans sa façon de concevoir l'architecture, Pey est très vraisemblablement un excellent scénographe. C'est-à-dire que jusqu'ici, le visiteur est d'abord passé par les ponts, qui sont donc ces ponts jetés sur les douves, pour arriver dans l'accueil qui est un petit vestibule beaucoup plus bas, pour arriver ici dans ce grand hall qui est un endroit plein de lumière, qui est une espèce de cathédrale moderne, avec une très grande envolée de verrières où, depuis la dalle jusqu'au point le plus haut, on approche les 40 mètres de hauteur, ce qui est quand même assez considérable. Et
Et donc cet endroit chargé de lumière grâce à la réverbération aussi de la pierre. Cette pierre qu'on retrouve de nouveau sur les murs, sur le sol, comme dans tous les endroits de déambulation. On revoit le traitement du béton qui est toujours un travail très fin et très délicat, simplement grâce à tous les linteaux qui sont juste au-dessus des entrées. Et alors ce balcon que Pei appelle le balcon du Grand-Duc, en hommage, si on veut, au nom du bâtiment. Pour parler maintenant de manière peut-être plus de détails, sur le sol, en dessous de la pierre qu'on a ici, on a tout un système de chauffage qui est un chauffage par le sol comme on peut retrouver dans une habitation classique. Donc ce circuit chaud en hiver qui permet d'avoir une chaleur plus agréable. Et alors tout ce travail sur la verrière. Le verre lui-même est déjà traité contre les UV et est ultra résistant et isolant. Ça veut dire que si on a des pavés qui tombent dessus, ils ne vont pas se briser. En même temps, toutes les structures qui sont les structures horizontales, les petites structures toutes fines, sont des structures en même temps acoustique et en même temps de complément de climatisation. C'est-à-dire qu'en fait c'est un radiateur, c'est absolument fixe, ça ne bouge pas, ça permet également d'obstruer un petit peu le soleil, mais c'est pas mobile. Donc on a également, je le disais, c'est un radiateur avec dans toutes les nervures une circulation d'eau chaude en hiver et d'eau froide en été. Et alors il y a également une qualité de réverbération, c'est-à-dire que dans un rayon sur deux, on aura un capteur acoustique qui permettra que le son ne se dissolve pas trop dans le bâtiment. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup de pierres qui réverbèrent extrêmement fort et grâce à ces capteurs, le son se maintient. C'est ça que ma voix, par exemple, ne se résonne pas et n'est pas complètement perdue. En même temps, on peut voir l'escalier qui monte au premier étage, qui se trouve juste devant moi, et l'escalier qui descend au rez-de-jardin. Plus tard, on verra chaque fois des regards très importants sur ces escaliers qui ont chaque fois un très grand dessin et une très grande finesse dans le détail. En même temps, l'axe, donc depuis l'accueil jusqu'au grand hall, forme une espèce d'axe de symétrie du bâtiment où on va avoir deux ailes, l'aile gauche et l'aile droite, qui elles vont se répartir plus ou moins de manière symétrique avec un côté plutôt arrondi et l'autre côté plutôt droit. Je parlais dans le grand hall de l'approximative symétrie entre l'aile gauche et l'aile droite. C'est vrai qu'ici on est dans la première aile qui est l'aile du café, avec d'une part cette structure qu'on a demandé aux frères Broulec, qui sont deux designers français. Cette structure était une réponse finalement à un problème qu'on avait dans l'espace pour amener le café. C'est-à-dire que Pei n'avait pas trouvé de solution par soleil dans cette verrière. Et du coup, notre collaboration avec les artistes pour travailler sur le café était vraiment de trouver une tonnelle en dessous de laquelle les gens pouvaient s'abriter pour pouvoir manger agréablement en plein été quand le soleil frappe fort. En même temps, ça permet aussi de ne pas devoir porter complètement des lunettes de soleil qui, dans cet espace-ci en été, c'est manifeste, il faut absolument en prendre. À côté de cette structure-là, les Bourroulec ont proposé un espace plus lounge avec des assises qui sont des fauteuils qui sont situés en dessous des arbres. Alors dans les architectures de Pei, on retrouve toujours l'arrivée de nature à l'intérieur du bâtiment avec ces trois ficus qui sont ici, qui sont posés comme si le jardin finalement rentrait à l'intérieur du bâtiment. Et les designers, eux, ont amené un espace plutôt jardin en mettant ces fauteuils pour pouvoir se reposer et pour pouvoir prendre une tasse de café. En même temps, quand je disais l'approximative symétrie, c'est vrai qu'on voit aussi le mur du fond là est un mur complètement courbe, si bien que la courbe de ce mur-là, qui reprend finalement le dessin de la forteresse en dessous, est reportée jusque dans la toiture. Et tout le dessin de cette verrière aussi, qui elle-même est en courbe, on a vraiment une apparence de légèreté dans l'espace, et comme si cette structure était en train de flotter dans l'air. Je parle de ceci par opposition à l'autre côté, où on verra les structures beaucoup plus présentes. En même temps, on a une vue sur l'extérieur. C'est vrai que c'est intéressant aussi de noter les vues que Pei nous donne chaque fois, qui sont des vues latérales sur la forêt, qui est un regard assez intéressant sur le Grand-Duché en général, par opposition au seul point où on a une vue sur la vieille ville, qui sera par le balcon du Grand-Duc dans le Grand Hall. En même temps, je parlais tout à l'heure d'architecture militaire.
C'est vrai que d'ici, on aurait voulu ou peut-être souhaité avoir une vue frontale derrière ce mur, mais vu qu'on est dans une architecture militaire, Paye a voulu complètement renfermer le bâtiment sur lui-même et remonter les fortifications pour ne pas avoir de vue directe. Donc c'est vraiment ce jeu sur la réinterprétation de l'architecture militaire.